Donc, la liberté n'est-elle qu'une illusion? Donc, mettons que ce soit votre sujet le jour du bac, on l'écrit, donc je le fais en direct avec vous. Hein. N'est-elle qu'une illusion? Qu'est-ce que vous faites en premier, comme première étape, si vous avez ce sujet le jour du bac? Me dites pas, vous prenez le texte, je connais la ref. Donc, analyse du sujet, tout à fait. Premier point, analyse du sujet. Cette analyse, elle passe par une tentative d'une première... Donc, on lit. Tout à fait, on lit le sujet. Je ne sais pas qui est Téton 33, mais super pseudo. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On analyse le sujet, tout à fait. On définit les termes, tout à fait. On propose une première définition des termes. Or, la liberté, on la définit à l'instant, dans un sens un petit peu naïf. Pardon pour les... Donc, on la définit comme... On reprend tout juste ce qu'on vient de faire avant. Premier sens un peu naïf, possibilité, on disait, de faire tout ce que l'on veut. D'accord. Et voilà, absence de contrainte, en l'absence de contrainte, tout à fait. Illusion maintenant, on l'a travaillé tous dans un cours sur la notion de... Effectivement, je vois Clara qui dit ce qu'on croit être vrai, tout à fait. C'est exactement ça, on l'a travaillé dans le cours sur la vérité. On la distingue de deux autres notions, deux autres contraires de la vérité que sont... Donc les deux autres contraires de la vérité, et tout à fait, on va reprendre la définition de Clara. Erreur et mensonge, parfait. Donc, illusion, effectivement, c'est une croyance, c'est ce qu'on croit être vrai, c'est une mauvaise perception de la réalité qui nous pousse à effectivement avoir une croyance fausse sur quelque chose. Ça se distingue de l'erreur parce que... pourquoi est-ce qu'on distingue illusion et erreur? Quel est le critère qui fait qu'on peut distinguer illusion d'un côté et erreur de l'autre? Illusion, donc parce qu'on est dans un autre monde, tout à fait. L'erreur peut être corrigée. Voilà, c'est tout à fait ça. Le critère, c'est la question du rectifiable. L'erreur, une fois qu'on en prend conscience, on peut la rectifier immédiatement et la modifier. L'illusion a tendance à être persistante. Donc c'est une croyance fausse et persistante. Ce qui va poser problème. Alors... Vous avez vos définitions, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la continuité? Vous pouvez très bien passer directement à la problématisation. C'est ce qu'on va faire ensemble. Mais on peut commencer un petit peu à réfléchir au sens du sujet. Pourquoi est-ce que la liberté ne serait qu'une illusion, comme le suggère le sujet? Donc, est-ce que vous avez des idées pour défendre le fait que cette liberté qu'on a définie ici, finalement, ça ne pourrait être qu'une croyance fausse? Donc, d'abord parce que l'illusion absolue, la liberté absolue, pardon, n'est pas possible. Donc, ça va être tout à fait quelque chose. On a l'impression d'être libre, en réalité, on ne l'est pas vraiment. Mais on a vu que la liberté politique, c'était quand même une liberté. Donc, le sujet, Axel, c'est ça. La liberté n'est-elle qu'une illusion? Pourquoi est-ce que ce serait qu'une illusion, à votre avis? Pourquoi on croirait être libre alors qu'on l'est pas vraiment? Qu'est-ce qui peut, justement, nuancer le fait qu'on est libre? Allez, va boire, va. Alors, il y a une société, il y a des règles, il y a un contexte dans lequel on vit, effectivement, il y a un milieu social, et il y a plein d'éléments, on va voir, qui vont pouvoir restreindre notre liberté. On est dépendant des autres, on est aussi...
ça rejoint le cours effectivement qu'on a fait jusqu'avant, même si vous allez voir, on va ajouter des dimensions supplémentaires, puisque on peut parler des lois aussi au sens politique, mais on va voir qu'il y a des déterminations aussi sociales, sociologiques, et même intérieures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça commence à être vieux, mais avec les séries générales, on avait fait un cours sur la conscience, l'inconscient. Peut-être qu'on n'est pas libre parce qu'on est déterminé par nous-mêmes. Donc, on va développer ça par la suite. Deuxième partie, donc on passe, comme le disait Clara, à la problématisation. Problématisation, on l'a fait en 2 étapes, vous le savez par cœur maintenant, j'arrête pas de le rabâcher. La réponse naïve d'abord. Réponse naïve. Donc, j'ai vu tout à l'heure passer que oui. Est-ce que vous répondriez naïvement que la liberté est une illusion? Est-ce que c'est ce que vous expérimentez au quotidien? Est-ce qu'au quotidien, quand vous faites un choix, vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas libre? En fait, ouais, la question, c'est la réponse, pardon, c'est la réponse naïve, c'est plutôt non. Quand on fait un choix au quotidien, on a l'impression de faire toujours ce que l'on veut, d'accord? Donc on a l'impression quand même si on est contraint plus ou moins, quand on veut décider quelque chose, vous avez tous choisi votre filière pour l'an prochain, point barre, et vous n'avez pas été contraint de façon absolue. En tout cas, la sensation de liberté, on a l'impression, là, on a la sensation de liberté qui fait que il semble évident que la liberté n'est pas une illusion. Donc, réponse naïve, la liberté est réelle et non pas illusoire, d'accord? On l'expérimente, on fait des choix. Qui ne dépendent pas directement, qui ne sont pas directement contraints. Je fais comme celui qui écrit pour Macron, je fais des fautes et je corrige au fur et à mesure. Cependant, limite de cette réponse. Oula, on a déjà une problématique par Axel. On va la regarder. Alors que la liberté est pour nous un signe d'évasion, ne doit-on pas reconnaître que cette dernière est inaccessible et donc de l'ordre de l'illusion? Ouais, on va juste dans nos limites, nous préciser tout à fait de quel ordre est cette illusion. Donc limite de cette réponse qu'on disait tout à l'heure, c'est cependant nous sommes toujours obligés, contraints, influencés ou même déterminés à agir et à penser d'une certaine manière. Et donc ça se fait malgré nous, au point qu'on pourrait dire que la liberté n'est qu'une croyance. D'accord? Donc, problématique, on articule les deux. Alors, je vous ai préparé un corrigé, donc vous n'avez pas à écrire là en direct, hein, mais c'est juste qu'on puisse le faire ensemble petit à petit. Problématique, on articule les deux, alors que, machin, ne doit-on pas aussi reconnaître que... C'est bon pour la problématique? Tout le monde a compris? Est-ce qu'au niveau méthodologique, vous avez des questions? Axel, on sait que t'as faim, mais on... Pas ce genre de truc. Bon, est-ce que vous avez des questions sur la méthode ou ça va? Donc, qu'est-ce qu'on fait le jour du bac? Ben là, on construit notre plan. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, on va écrire nos thèses et chercher des arguments pour défendre les thèses. Donc là, on va pouvoir passer à l'autre document que je vous ai préparé. Je voulais faire cette étape préalable avec vous. On refera un truc de méthodo soit demain, soit après-demain. Je vous tiens au courant là-dessus. En tout cas, on va prendre voilà, ce document-là. Vous voyez, je vous envoie ça juste après, je l'ai préparé tout à l'heure. On a bien tous les éléments qu'on était en train de dire ensemble, avec cette problématique qui ressemble à celle qu'on a établie ensemble, à savoir, alors qu'il semble évident que nous sommes libres car nous pouvons exercer notre volonté, assouvir nos désirs sans contrainte, ne doit-on pas cependant reconnaître que malgré notre impression de liberté, nous sommes toujours intérieurement et extérieurement influencés, déterminés à agir et penser d'une certaine manière. Donc, ce serait un sujet de bac possible, tout à fait. La liberté est une illusion, c'est un sujet hyper classique.
Donc il faut que vous soyez prêts, et vous allez l'être, hein, parce que vous êtes des acharnés de la philo, et je veux des plus de 15 à tout va dans vos classes respectives. Hein. Donc vous allez tout déchirer. Donc on défend les différentes thèses avec des arguments. Donc premier point, la liberté n'est pas une illusion, au contraire c'est une réalité. Premier argument, c'est quelque chose qu'on expérimente, c'est-à-dire une sensation. Donc vous voyez des vraies machines, hein. Je cherchais le mot, merci. C'est quelque chose qu'on expérimente un petit peu quotidiennement. On fait l'expérience de la liberté, on fait nos choix, on a besoin de personne et pas toujours contraint. Donc, si on se demande si on est libre, évidemment qu'on a l'impression spontanément qu'on l'est, d'accord, dans nos démocraties et dans notre vie quotidienne. Je vous ai mis la définition que propose Descartes dans les principes de la philosophie de la liberté. La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. D'accord ? Donc c'est une réalité, on fait l'expérience de, on se déplace, on prend la voiture, on est libre de nos mouvements, etc. etc. D'accord ? Qu'on a cette impression de liberté. Deuxième point, je voulais évoquer avec vous, je ne l'ai pas assez développé en cours, mais c'est un point hyper important en philosophie, la conception classique de la liberté, qu'on appelle aussi le libre arbitre. Et dans vos remarques, souvent vous confondez les deux en cours. Libre arbitre, c'est vraiment un sens précis de la liberté. Le libre arbitre, c'est le modèle classique de la liberté, comme étant un acte résultant d'une réflexion préalable entre une réflexion rationnelle pesant le pour et le contre de plusieurs options. D'accord ? Donc, comme l'homme, on peut supposer que c'est un être raisonnable et rationnel, c'est-à-dire doté de raison. Il est capable de réfléchir et avant de faire quelque chose, généralement, il peut réfléchir au pour et au contre des différentes options qui se présentent et faire un choix en conséquence. C'est une thèse qui est développée, une conception de la liberté qui est développée par Descartes, qu'on a cité juste au-dessus. C'est aussi, je vous l'ai mis ici, une thèse développée par le philosophe classique saint Thomas, qui justement défend cette conception du libre arbitre comme étant une spécificité humaine. Il le distingue, l'homme, de tous les autres animaux qui, eux, agissent par instinct et sans aucun discernement. Lui, il est capable de réfléchir avant d'agir et de choisir ce qui est bon pour lui, la meilleure option pour lui. Pourquoi ? Dernière phrase, regardez, il est nécessaire que l'homme ait le libre arbitre par le fait même qu'il est doué de raison. Donc comme il est raisonnable, il peut, s'il se donne les moyens, réfléchir au pour et au contre et agir en conséquence. Donc, exemple possible, je vous ai mis exemple des stances de Rodrigue. Alors, je vous en avais peut-être déjà parlé, c'est un exemple que j'aime bien. Dans le Cid, il y a toute une scène où Rodrigue, donc le personnage principal, il doit choisir si il venge son père ou si il part avec sa maîtresse, Chimène. Et en fait, il hésite entre les deux, et donc il y a plein de paragraphes où il développe les raisons pour lesquelles il choisirait l'un plutôt que l'autre. Il finit par se rendre compte que il a tout intérêt à venger son père, donc dernière phrase de la scène, il se décide à aller venger son père, et donc il déclenche sa volonté par conséquent. Donc, vision classique de la liberté est réelle et on l'expérimente et on la visualise même très facilement, on réfléchit avant d'agir et on agit en conséquence. D'accord ? Petit dernier point, qu'en est-il de l'acte libre qui ne serait pas précédé d'une réflexion préalable. Ce qu'on pourrait dire l'acte libre sur un coup de tête, d'accord ? Vous êtes en train de faire quelque chose et puis d'un coup vous décidez que librement vous allez vous réserver, je sais pas, des billets pour partir au Japon, je dis ça, je dis rien. Comme ça, sur un coup de tête, ça a l'air d'être l'acte libre par excellence. Vous décidez de le faire sans avoir vraiment réfléchi au préalable si c'était rationnel et raisonnable. Pour défendre cette idée, il y aurait plein d'exemples. Évidemment, je vous ai mis une référence qui est assez intéressante. C'est une référence à un romancier qui s'appelle André Gide, qui, dans un roman qui s'appelle Les Caves du Vatican, prend l'exemple de son héros qu'il appelle Lafcadio, qui est dans le train pour se rendre à Rome. Il est dans le train avec un vieillard et puis il se dit qu'est-ce qui m'empêche là maintenant de prendre le vieillard et de le pousser hors du train, de le tuer. Mon crime, il n'aurait aucun motif, donc on ne ferait pas le lien avec moi. Et puis ce serait l'acte libre par excellence, l'acte gratuit, l'acte non motivé par une réflexion préalable.
L'acte spontané, impulsif par excellence, est donc le summum de la liberté. Gide a l'air de défendre une conception comme ça de la liberté comme une réalité, un acte gratuit possible qui émanerait du plus profond de nous-mêmes. Cependant, et c'est là où je vous ai mis une petite nuance, est-ce que cet acte il est vraiment libre ? C'est peut-être pas si garanti que ça. Pourquoi ? Parce que si Lafcadio agissait comme ça, s'il poussait l'homme hors du train, finalement, est-ce que ce serait pas le motif ultime pour lequel il le ferait, à savoir se prouver qu'il est libre ? Et donc, quelque part, montrer que sa liberté n'est qu'une illusion. Donc, un paradoxe absolu, l'acte qui paraît gratuit, vraiment libre, finalement, ce serait celui qui serait le moins libre possible, puisque c'est celui qui tendrait à prouver contre toutes les circonstances que on est libre. Donc, voilà, situation paradoxale. Ce qui nous permet de passer à un grand 2, on défend l'idée que la liberté, c'est une illusion. On est obligé, contraint, voire déterminé par un grand nombre de facteurs intérieurs et extérieurs. On a l'illusion d'être libre, mais on ne l'est pas du tout. Premier point, et c'est une question que je vous pose, vous pourrez répondre dans le chat. Quelle différence on fait entre obligé et contraint ? Est-ce que vous vous souvenez, on l'a fait en cours et je vous l'avais expliqué. Est-ce que vous vous souvenez de la différence entre obligation et contrainte ? Ça n'a pas tout à fait le même rapport à la liberté, obligation et contrainte. Alors, obligé c'est un ordre, contraint c'est quand on n'a pas le choix, c'est presque ça. Par rapport à une certaine servitude, oui tout à fait, une obligation c'est quelqu'un qui la pose, c'est l'inverse. Non, vous l'aviez, c'est juste, Clara c'est l'inverse, c'est-à-dire voilà, une contrainte c'est un facteur extérieur qui nous l'impose. La contrainte, elle ne dépend pas de nous. L'obligation, c'est effectivement nous qui nous l'imposons à nous-mêmes pour agir moralement. Très bien, vous aviez toutes les réponses, c'est parfait. Donc vous voyez que l'obligation, elle n'a pas tout à fait le même sens que la contrainte. La contrainte, elle vient de l'extérieur, l'obligation, elle vient de l'intérieur. Juste une dernière remarque. Le terme de déterminer, d'accord ? Le terme de déterminer, c'est en philosophie l'inverse d'être libre. Être déterminé par, c'est le contraire d'être libre. D'accord ? Donc gardez-le en tête parce que c'est un terme qu'on va utiliser à plusieurs reprises. Premier point, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure très bien dès l'introduction, c'est que le respect des autres et l'existence des lois nous oblige, d'accord, à faire des concessions sur notre liberté individuelle. Très bien. Donc, comme on ne vit pas seul, on est obligé, regardez, de prendre en compte l'existence des autres pour agir. Je vous ai remis la citation de Montesquieu qu'on a travaillé tout à l'heure ensemble. Petite remarque à nouveau, les lois sont présentées comme une entrave, en réalité sont une condition de possibilité de notre liberté, c'est ce qu'on vient de développer dans le cours précédent. Deuxième point, peut-être moins évident, on est intérieurement, d'accord, déterminé à agir par plusieurs facteurs. Ces facteurs, ça peut être notre instinct, qui nous pousse à agir sous le coup de la peur, par exemple. Nos hormones, qui nous poussent à prendre des décisions complètement irrationnelles. Nos passions, qui nous poussent à faire des choses qui ne relèvent pas du tout de ce qui est bon pour nous. Ou nos pulsions, c'est-à-dire un désir inconscient qui nous ferait agir d'une certaine manière malgré nous. Donc on peut avoir l'impression d'être libre, mais on serait d'abord déterminé par des mécanismes corporels. Opposition, je vous ai mis ici liberté-déterminisme. Référence que vous maîtrisez pour les séries générales, que vous ne connaissez pas pour les STI2D, mais que je vais vous expliquer très rapidement, la référence à Freud. Référence intéressante, pas parce que la théorie que construit Freud est absolument vraie, mais tout simplement parce que il a le mérite, Freud, de prendre en compte médicalement le fait qu'il y ait certaines décisions qu'on prend et certains actes qu'on fait qui ne relèvent pas de notre pure conscience. Donc vous allez voir que la théorie de Freud, elle est contestable au niveau scientifique, mais elle a le mérite intellectuellement de nous permettre de penser des phénomènes qui avaient tendance à être négligés. Freud, c'est un médecin qui étudie des patients qui ont des problèmes psychiatriques forts
et que la médecine traditionnelle au 19e siècle a tendance à mettre à l'écart parce que ils n'ont aucun dysfonctionnement physique. C'est principalement des patientes hystériques auxquelles il s'intéresse. Donc, il étudie ces patients et ce qu'il constate, c'est qu'elles vont pas bien. Et elles simulent pas, il y a un mal réel qui se pose. Et pour expliquer ce mal, il propose une théorie de l'inconscient, d'accord, qui va rendre compte de leur mal-être. Cet inconscient, pour Freud, il est constitué d'un bouillonnement de pulsions, c'est-à-dire de désirs inconscients, principalement d'ordre sexuel et violent, qui poussent les victimes à agir d'une certaine manière malgré eux. D'accord ? Et la conscience, pour Freud, c'est une toute petite partie du psychisme qui immerge malgré ça et qui s'en sort comme il peut. Pour Freud, le fait qu'il y a en nous cet inconscient autonome, constitué de pulsions qui cherchent à tout prix à sortir, c'est la preuve qu'on n'est pas libre. Il y a une phrase de Freud qui dit « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». On a bien l'idée que le moi, il subit sa situation et il est victime et il n'est pas libre de ce qu'il fait. D'accord ? Il en est réduit, je vous ai mis, à se contenter de renseignements, il y a un S, rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. Donc il est déterminé à agir malgré lui à cause de son propre inconscient, ce qui est un petit peu paradoxal. Je vous ai précisé quand même que la psychanalyse, c'était pas une science et que Freud, sa théorie était contestable, mais qu'au moins il avait le mérite de souligner qu'il existe bien en nous des processus inconscients. Or, scientifiquement, on sait qu'il existe bien des processus inconscients. C'est grâce à ça qu'au quotidien, on fait un certain nombre d'actions de façon purement automatique et heureusement. Heureusement qu'on n'a pas à penser consciemment à chaque fois qu'on respire à ce qu'on est en train de faire, ou même quand on fait des actes quotidiens, qu'on a une certaine automatisation qui se met en place et qui nous permet d'agir de façon inconsciente. Comme exemple, je vous ai mis un exemple un peu inattendu, c'est l'exemple des influences corporelles sur nos actions, notamment au niveau hormonal. Alors, je fais référence notamment à un youtubeur qui s'appelle Science Étonnante, qui a travaillé beaucoup sur la question, je vous montre tout de suite. C'est donc Science Étonnante dans une série qui s'appelle Crétin de cerveau, je pense que vous le voyez en direct s'afficher. Crétin de cerveau, et il y a notamment une vidéo qui s'appelle Alcool, hormones et décisions, où il explique comment, notamment dans les lieux où on peut jouer, ceux qui cherchent à nous vendre des choses jouent sur nos processus inconscients pour nous faire acheter ou pour nous faire consommer certaines choses. L'analyse est hyper précise et scientifiquement, pour le coup avérée. Il y a bien certaines fois où nos processus hormonaux décident à notre place de ce que l'on est et de ce que l'on fait. Donc, voilà pour l'aspect corporel hormonal. Autre aspect intéressant, je vous en ai déjà parlé en cours, mais que je trouve absolument passionnant, c'est la question des biais cognitifs. Vous connaissez certainement, je vous en ai parlé souvent en cours, mais les biais cognitifs sont cet ensemble de processus cérébraux qui font qu'on a tendance à penser un peu malgré nous d'une certaine manière. D'accord ? Donc les biais cognitifs, ils vont faire que par exemple, même si on en est conscient, et bien quand on va rencontrer quelqu'un, la première rencontre, elle va avoir un effet sur nous, sur notre manière de penser et d'apprécier la personne qui va être marquant. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo et on ne peut pas, avec un H, on ne peut pas surmonter au premier abord ce biais cognitif-là. D'accord ? Donc il y a bien des biais cognitifs qui font que spontanément on rejette ce qui est différent de nous, par exemple. Ce qui permet d'expliquer plein de processus sociaux et psychologiques particuliers. Donc allez voir toutes ces vidéos de Science Étonnante sur Crétin de cerveau parce qu'il explique très bien comment fonctionnent ces biais cognitifs. Troisième point possible pour défendre l'idée que la liberté est une illusion, l'idée de la détermination par le milieu social dans lequel on vit. Alors ce serait moins une détermination finalement qu'un ensemble d'influences. Ce qui est sûr, c'est que et je vais m'adresser particulièrement au ES ici qui manie très bien ces références-là, la sociologie étudie justement comment les données sociologiques
qui caractérisent un individu orientent, voire déterminent son existence. C'est la thèse qui est défendue notamment par Durkheim, le père fondateur de la sociologie, mais aussi par Bourdieu. En fonction de la classe sociale dans laquelle on vit, on n'a pas exactement les mêmes libertés qui s'offrent à nous dans la construction de notre existence. D'accord ? Donc, on est sur des idées qui sont assez intéressantes. Là, je me suis trompée. Ces exemples-là, ils vont bien plutôt ici. Dernier point que je trouve beaucoup plus fort et assez pertinent, qui est finalement que si on prend en considération le fait qu'on est des êtres constitués d'atomes, donc purement matériels, on est pris dans des processus physiques, physico-chimiques finalement, qui dépendent pas strictement de nous. D'accord ? On est constitué d'atomes qui nous composent, et ces atomes, comme le reste de la matière, finalement, ils répondent à des lois physiques qui font qu'on n'est pas libre de ce qu'on fait. D'accord ? En ce sens-là, on pourrait dire que la liberté, finalement, c'est une croyance qui nous fait accepter notre condition de détermination. Et c'est la thèse défendue par mon chouchou, vous le connaissez maintenant, Spinoza, dans sa correspondance, une lettre à Schüler, qui défend l'idée que justement, si les hommes croient être libres, c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui décident, alors qu'en réalité, ils ignorent les causes qui les déterminent. Donc, tout à fait, c'est tout à fait ça, c'est le déterminisme ou empirisme scientifique. Donc, on se fie à un ensemble de données physiques. Il n'y a rien de tel d'immatériel, par exemple, qui pourrait sauver la liberté. Donc Spinoza défend cette thèse, nous sommes entièrement déterminés et on a l'illusion d'être libre parce qu'en fait on ignore les causes qui nous déterminent. Mais tout dans notre existence matérielle, physique, nous pousse à agir d'une certaine manière. Tout à fait. Ça permet de poser la question de l'âme qu'on a déjà travaillé dans les séries générales, tout à fait. La question de l'âme qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, la position dualiste par exemple défend l'idée que l'âme domine la matière et donc est capable de prendre des décisions qui viendraient contrecarrer par exemple ces processus physiques. Donc si l'âme n'est que matérielle, on peut très bien admettre avec Spinoza cette thèse. Et vous vous souvenez, Spinoza est un moniste, c'est-à-dire qu'il défend le fait que âme et corps sont la même substance. Donc finalement, cette question de l'âme ne se pose même pas. L'effet de chaos est tout à fait une donnée aussi intéressante. Je ne vais pas la développer maintenant, mais effectivement, c'est ce qui introduit un aléa radical dans ces processus matériels. Je vous enverrai les liens aussi à vous inquiétez pas, Paul et Ahmad, vous serez mes privilégiés aussi. Par rapport à ça, je vous ai mis 2 vidéos. Une vidéo de Science étonnante que je veux que vous regardiez absolument en entier. Le libre arbitre existe-t-il ? Il développe justement ces théories-là. Ensuite, une vidéo de Monsieur Phi, vidéo que vous pouvez regarder pour aborder des thématiques qu'on n'a pas le temps de voir en cours. Ces vidéos sont précieuses. C'est un super prof de philo qui fait des vidéos hyper construites sur plein de thèmes différents. Allez voir cette chaîne, allez vous inscrire, je vais vous montrer tout de suite. On va regarder ensemble des extraits de la vidéo de Science étonnante, donc je vais vous la mettre tout de suite. Mais Gaïa est évidemment ma chouchoute, Ahmad, mais il y a plein de places dans mon cœur. Donc tous autant que vous êtes, vous avez une place considérable après moi. Voilà. Donc je vous mets les extraits de vidéos de Science étonnante. Tout de suite, c'est cette vidéo-là. Le libre arbitre existe-t-il ? Au début de la vidéo, il développe, je vous le mets en fond, comme ça je vous explique en même temps. Je ne sais pas si vous avez le son. Julien, tu peux approuver s'il y a le son ? Est-ce qu'il y a le son de la vidéo ? Il n'y a pas le son de la vidéo. Donc, audio de l'ordi, pardon, excusez-moi, je modifie le son de la vidéo pour que vous l'ayez. C'est parce que c'est pas sur haut-parleur. Là, ça devrait être bon. Est-ce que tu peux me dire ? C'est bon ? Et il demandait aux gens de repérer où se trouvait la trotteuse au moment où ils prenaient la décision de bouger leurs doigts. Bon, parfait. Donc, dans cette vidéo, le youtubeur développe des expériences qui ont été faites, notamment la première expérience, c'est celle qu'il appelle l'expérience de Libé. Et ce qu'a pu constater Libé, c'est que la décision de bouger se produit environ 200 millisecondes avant le mouvement.
Alors, a priori, il n'y a absolument rien de choquant à ça, hein. La décision se produit avant de bouger. Il y a un petit temps de latence qui peut être lié au fait que l'information voyage dans les nerfs ou peut-être ils n'ont pas le son. Bon, je vais revenir sur... Pardon, il n'y avait pas le son, du coup je reviens, je vous explique un petit peu ce qu'il explique, je vous enverrai le lien tout à l'heure, je voulais vous montrer un extrait, mais après tout, je peux vous expliquer. Il développe ce qu'il appelle, un des premiers à étudier la question, c'est Libé au 19e siècle, au début du 20e je crois, qui développe une expérience, il prend tout simplement une trotteuse qui tourne et il demande au sujet d'appuyer quand il le décide sur un bouton et la trotteuse s'arrêtera au moment où il décide d'appuyer. En étudiant un petit peu le fonctionnement cérébral de ces sujets, il constate que on aurait tendance à penser que la décision consciente précède le fait d'appuyer sur le bouton. Or, en fait, ce qu'il montre, c'est que même si la décision consciente, effectivement, précède un tout petit peu le fait que le sujet appuie sur le bouton, le processus psychologique préalable qui aboutit à ça a commencé bien avant. C'est-à-dire que les sujets, si je devais résumer, les sujets ont décidé d'appuyer sur le bouton avant d'avoir consciemment décidé de le faire. Les sujets ont commencé à le faire, avant de décider consciemment de le faire. Ce qui semble absolument paradoxal et ce qui semble surtout réduire la liberté à une pure illusion. On a l'impression d'être libre, en réalité notre corps agit avant nous malgré nous. On le voit assez bien cette expérience-là à travers le réflexe. Le réflexe, vous voyez très bien que quand on vous lance un ballon dessus, votre corps réagit avant que vous décidiez consciemment d'agir. Donc, c'est quelque chose finalement qu'on connaît assez bien, mais qui est toujours très troublant. Pourquoi ? Parce que si effectivement les mécanismes cérébraux commencent inconsciemment en nous avant qu'on en soit conscient, dans ce cas-là, on n'est plus du tout libre. Donc on en est réduit à une conception de la liberté radicale et irréductible. Ce qui nous permet de passer à une troisième partie. Troisième partie, toujours pareil, quand vous avez un sujet sur la liberté, pensez à la question de la responsabilité. Pourquoi ? Parce que si on affirme qu'on n'est pas libre de façon radicale, ça peut tout à fait rejoindre l'expérience, tout à fait. Si on n'est pas libre de façon radicale, dans ce cas-là, on peut considérer qu'on n'est pas du tout responsable de nos actes. Si je peux à un procès affirmer que j'ai agi malgré moi à cause d'un ensemble de processus physico-chimiques qui m'ont conduit à agir d'une certaine manière, je suis pas libre, donc je ne dois pas assumer les conséquences de mes actes. Or, vous voyez bien que c'est une thèse qui est compliquée à défendre jusqu'au bout et qu'on n'a pas envie de défendre en plus parce que on peut sauver, malgré ses déterminations, notamment physiques, une part de liberté consciente. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Premier point que je vous propose, à nouveau Spinoza, parce qu'il a une conception de la liberté que je trouve hyper intéressante. Malgré nos déterminations, la liberté, finalement, notre liberté, elle existe, mais c'est le fait de prendre conscience qu'on n'est pas entièrement libre. C'est-à-dire qu'on est bien déterminé par un ensemble de processus dont on n'est pas conscient. La liberté qu'on peut gagner, c'est la prise de conscience de ce déterminisme et la recherche des causes qui nous poussent à agir d'une certaine manière. Bon, j'ai fait tel choix, je sais que ce choix, il n'était pas pleinement libre, il a été déterminé par un ensemble de causes. Et pour Spinoza, la véritable liberté, c'est d'essayer de comprendre, d'expliquer ces causes qui nous ont poussés à agir d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est beaucoup plus comprendre que expliquer. Souvenez-vous, chez Spinoza, toujours cette tentative de compréhension de l'être humain. D'accord ? Et on évite le jugement. Magnifique phrase de Spinoza, je vous la rappelle, ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, ne pas haïr, mais comprendre. Donc ne pas juger, mais comprendre. On essaie de comprendre et on appelle liberté finalement cette prise de considération. Oui, petite question, pas de souci. Cette partie est à mettre dans notre méthodologie. En fait, oui, c'est un entraînement de sujet de disserte, donc tout à fait, ce serait un grand 3 qui serait très pertinent sur ce sujet-là. La liberté n'est-elle qu'une illusion ? Donc ça rentre tout à fait dans la méthodologie. Dernier point qu'on peut défendre dans cette dissertation, justement, c'est la notion de responsabilité. Nous devons, malgré
toutes les déterminations qu'on connaît, extérieures, intérieures, d'accord? Conquérir notre liberté par la connaissance et prendre conscience de l'importance de notre responsabilité. On l'a déjà vu en série générale, je vous le rappelle ici à tout le monde puisque les STI 2D n'ont pas encore vu et c'est hyper important. C'est la thèse de Sartre dans l'existentialisme est un humanisme. Que dit Sartre? Il dit que l'homme doit être défini par sa liberté. Même s'il subit des processus de détermination qui l'empêchent d'être libre, l'homme doit partir du principe qu'il est libre parce qu'il doit assumer les conséquences de ses actes. C'est en ce sens qu'il développe cette formule complètement paradoxale. L'homme est condamné à être libre. La seule liberté qu'il n'a pas, c'est de faire comme s'il n'était pas libre. Il y a bien des hommes qui font comme s'ils n'étaient pas libres. Ils se cherchent des excuses. Ils reportent la responsabilité sur d'autres. C'est pas de ma faute, c'est mon inconscience, c'est le milieu social dans lequel j'ai grandi, c'est l'ensemble de choses qui m'ont conduit à ne pas décider du tout de ce que je suis. D'accord ? Sartre ne nie pas complètement le fait qu'on puisse être influencé. Mais par contre, ce qu'il rejette, c'est cette attitude de mauvaise foi qui consiste justement à faire comme si on n'était pas libre. Or, on a bien cette idée chez Sartre que l'homme est condamné à être libre. Il ne peut pas faire comme s'il ne l'était pas. Socialement, moralement, il ne le peut pas. Telle est sa condition d'être humain et il ne peut pas la contourner. Voilà. Donc, pour conclure, on a défendu dans une première partie l'existence évidente et qui ne pouvait même pas être remise en cause de la liberté comme réalité, d'accord ? Deuxième partie, on a nuancé cette fois de façon radicale, on ne fait pas toujours de façon aussi radicale, mais cette affirmation de la liberté en disant que c'était bien une illusion, qu'on était entièrement déterminé et que la seule raison pour laquelle on croyait être libre, c'est bien parce que ça relevait de la croyance et pas de la réalité. Et troisième partie, finalement, on ne nie pas complètement nos déterminations, mais on sauve la liberté en disant que c'est à nous de prendre conscience de ces déterminations et c'est à nous d'assumer nos responsabilités en conséquence de cela. Donc ce serait une disserte hyper complète, je vous ai développé tous les arguments. Je vous envoie ça tout de suite avec les vidéos. Je vous conseille vraiment de regarder les vidéos de Science Étonnante et de Monsieur Phi associé. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Donc, pour compléter, ce sera vraiment précieux. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas ? N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, même par la suite je suis joignable, je reste joignable. La question c'était de savoir, demain je pense que je vais préparer un cours pour les premières, alors toujours à la même heure, parce que j'ai des contraintes là à la maison, mais toujours à la même heure, 17h30, un cours sur Blaise Pascal pour les premières. Si vous avez envie de venir y assister, vous êtes les bienvenus. Ça concerne des données que vous pouvez utiliser toujours en dissertation, donc vous êtes tout à fait bienvenus. Et ce que je ferai, je pense, et vous me confirmez si ça vous tente, c'est jeudi une séance, plutôt que de progresser dans le cours, une séance de méthodologie avec des exemples de sujets de disserte par exemple, et on pourra faire la semaine prochaine avec un texte. Donc dites-moi si on fait bien cette séance de méthodologie jeudi, vous confirmez? Voilà, j'envoie la méthode pour les premières en spé, tout à fait. Alors pour le coup, je peux envoyer la méthode des sujets de dissertation. Ce sera un petit peu en avance pour les premières, mais au moins vous serez prêts pour l'année prochaine. Et si vous avez des questions, demandez même au terminal de vous expliquer, il n'y aura aucun problème. Voilà. En tout cas, je suis très contente qu'on puisse se retrouver par ce biais-là. Je suis un peu triste de pas vous voir, mais bon, on fait avec les moyens du bord. J'espère que c'est un peu fluide. Je suis désolée, c'est pas très rigolo que ce soit moi qui parle tout le temps. Donc, mais bon, on fait encore avec. Et puis merci. Et donc voilà. Donc, écoutez, on se retrouve demain. Je mets les 2 vidéos du jour en ligne.
Les STI 2D, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous aime très fort. Cœur sur vous. Cœur sur vous, tout le monde est avec vous. Prenez soin de vous, vous êtes bien prudents, vous sortez pas sauf quand c'est absolument indispensable. Vous restez confinés, vous lisez, vous regardez des films, des séries, il y en a plein à rattraper. Si vous voulez des conseils, j'ai des listes à n'en plus finir à vous conseiller. Voilà. Bon, écoutez, grosse bise, bonne soirée. Ciao.